Donc, bienvenue à toutes pour ce webinaire avec Cécile et Sol Éphéméris. Voilà, ben, je vous remercie déjà d'être présente et, et voilà, de vous intéresser à ce que je propose aussi avec le compte Art Thérapie. Donc, je pense que vous avez lu et reçu les Sol Éphéméris où je suis intervenue en alternance avec Cécile. Comme ça, vous avez pu aussi découvrir ce média que je trouve vraiment très porteur. Hein, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et aussi que vous allez, comment dire, colporter, parce qu'on a vu l'image du colporteur, colporter sur l'éphéméris tout autour de vous. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ma demande. Si vous voulez bien faire ça, ça sera super. Voilà. Oui, je vous remercie Donc, aussi. voilà. Donc, nous voilà réunis pour une séance de compte art thérapie. Alors, donc, voilà, bon, il y a des personnes parmi vous qui ont déjà travaillé avec moi, bien sûr. Donc, c'est pour les nouvelles personnes, peut-être que j'explique un petit peu. Donc, je vais raconter une histoire. D'abord, vous guider pour vous mettre en état de relaxation, de méditation. Ensuite, je vous raconterai un conte. Donc, ben là, je vous laisse faire et écouter et ressentir l'histoire et la visualiser comme ça vient pour vous, et comme c'est confortable pour vous. Et ensuite, donc, je vous laisse juste un petit temps pour revenir tranquillement. Si vous voulez un petit temps pour noter vos ressentis sur l'histoire, c'est possible aussi. Et après, donc, on aura un moment pour échanger et pour vous exprimer donc ce que vous aurez ressenti par rapport à l'histoire. Et après, donc, je terminerai avec une analyse symbolique du conte pour décoder ce que ce conte apporte au niveau de l'inconscient, quel message il vient nous délivrer, et puis surtout par rapport à la symbolique jungienne, puisque j'en ai parlé tout au long de ces 2 semaines dans Sol Éphéméris. Donc, on pourra faire des liens comme ça avec les concepts jungiens. Mais pour vous, quand vous écoutez le conte, bien sûr, ce qui est important dans un premier temps, c'est vraiment de vous laisser aller juste avec votre ressenti, hein, sans chercher à interpréter ou analyser, mais simplement écouter le conte, je dirais, avec votre cœur et voir ben, après où ça va vous toucher, quel écho ça a pour vous. Voilà, juste réagir très spontanément à l'écoute. Voilà, vous êtes prête? Oui. Alors, voilà, je vous propose de vous mettre en position confortable pour vous relaxer et écouter mon histoire. Voilà, donc vous êtes maintenant bien installé, confortablement. Voilà, je vous propose, en fermant les yeux, de prendre contact avec l'intérieur, avec vos sensations. Vous pouvez sentir les différentes parties de votre corps et simplement accueillir les sensations qui vous parviennent, juste comme elles sont, sans les juger, sans les analyser, simplement vous accueillez les sensations dans votre corps, détente, tension, sensation de chaleur, de fraîcheur, légèreté, lourdeur.
sensation de mouvement, d'énergie. Les rythmes, le rythme de votre cœur, le rythme de votre respiration. Et amener votre conscience sur la respiration. Prenez conscience de ce mouvement intérieur, de son rythme. Imaginez à l'inspire que vous absorbez une belle lumière de couleur. À chaque inspiration, inspirez la lumière qui va s'installer dans votre corps progressivement jusqu'à ce que tout votre corps soit rempli de lumière. Inspire la lumière qui va détendre, ressourcer, réchauffer. Chaque respiration, la lumière. Et vous pouvez aussi amener la lumière plus particulièrement dans les endroits de votre corps qui en ont besoin. Les endroits de votre corps qui ont besoin d'être aimés, d'être guéris. Et laissez la lumière s'installer dans ces endroits. Et vous ressentez cette énergie lumineuse. Vous ressentez sa douceur, sa chaleur. Plus la lumière remplit votre corps, plus vous vous sentez détendu, légère, de plus en plus légère et détendue. Chaque respiration, la détente s'approfondit, légère, détendue. Et vous appréciez ce temps de détente, ce temps que vous vous accordez. Légère et détendue, tellement légère et détendue que vous allez vous envoler sur un tapis volant qui vient vous chercher. Et votre tapis volant va vous emmener au pays des contes. Vous êtes maintenant sur le tapis volant, vous pouvez sentir sa texture, voir ses couleurs. Vous êtes confortablement installé pendant que le tapis s'envole doucement pour un voyage au pays des contes.
plus le tapis s'élève et plus vous vous sentez légère, légère. Jusqu'à ce que le tapis commence à descendre doucement. Le tapis maintenant vous dépose dans un royaume très ancien. Ça se passait il y a très très longtemps, dans un temps où il n'y avait pas de temps. Et dans ce royaume, il y avait une fois un vieil homme et une vieille femme, très pauvres. Lui était bûcheron. Il vivait dans une misérable cabane, tout au fond de la forêt. Et ce couple-là n'eut qu'un fils, qu'ils appelèrent Kotaro. Kotaro travaillait de son mieux dans la forêt pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents. Il adorait ses parents. Il n'avait d'ailleurs jamais eu rien à lui reprocher. Mais une seule chose contrariait son père. Kotaro était vraiment trop gentil. Il était comme un étranger dans ce monde. Quand le père l'amenait à la chasse, afin d'améliorer un petit peu l'ordinaire, dès qu'il trouvait un gibier, Kotaro poussait un cri ou lançait une pierre pour effrayer l'animal et le faire fuir. Et c'est comme ça que toujours, ils revenaient de la chasse bredouille, tous les deux. Et ce pauvre père, il se désespérait de ne rien pouvoir apprendre à son fils. Il se disait, mais ce garçon, il sera toujours misérable, il ne saura jamais se débrouiller dans la vie. Et un jour, de retour chez ses parents, Kotaro traversait la forêt pour rentrer à la maison, quand il entend un bruit spécial dans les frondaisons d'un grand arbre. On aurait dit un oiseau en train de se débattre. Kotaro grimpe bravement sur l'arbre et y voilà une grue blanche, emmêlée, emberlificotée dans les branches. Il grimpe doucement, il se rapproche d'elle et délicatement il libère le bel oiseau. La grue le regardait, terrorisée. Une flèche était plantée dans son aile. « N'aie pas peur, dit Kotaro, je vais te délivrer. C'est un chasseur qui t'a fait ça, mais la blessure n'est pas profonde. » Alors Kotaro enlève délicatement la flèche, il nettoie la plaie et il cache la grue dans un endroit que lui seul connaissait au fin fond de la forêt. Et chaque jour, il venait la voir, la soigner, la nourrir. La grue s'était habituée à lui, elle n'avait plus peur. Et chaque soir, il retournait chez lui. Et un matin, alors que les parents étaient à la maison, voilà qu'on frappe à la porte. Et derrière la porte, c'était une jeune fille très belle qui portait un baluchon. Elle avait visiblement parcouru un long chemin. Elle demande à parler à monsieur Kotaro. Les parents, très surpris de cette visite inattendue, d'avoir devant eux une jeune personne aussi belle qui demande à parler à leur fils. Alors ils disent que leur fils est absent, qu'il arriverait que tard le soir, parce qu'il travaillait dans la forêt. Mais bien sûr, ils l'invitent à entrer à la maison pour l'attendre. Et la jeune fille refuse, elle dit que elle attendra dehors, monsieur Kotaro, et elle s'assoit sur une pierre. Alors ils passaient devant elle, les deux parents, vaquant à leurs occupations. Ils essayaient de lier conversation avec elle, qui était là, mais la jeune fille ne faisait que leur sourire poliment. Elle, elle ne prononçait aucune parole. Et le soir, Kotaro arrive, hein, chargé de bois.
Elle se lève et tout de suite, elle va à sa rencontre. Vous êtes bien monsieur Kotaro? Mais oui, dit-il, abasourdi qu'une aussi belle jeune fille lui adresse la parole. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous attends depuis ce matin. Entrez, entrez, vous devez être fatigué, réussit à dire Kotaro, mais il ressentait beaucoup d'émotion. La jeune fille entre, elle enlève ses sandales, elle accepte de partager le dîner avec eux. Et après le repas, Kotaro, qui ne la quittait pas des yeux, voit battre ses longs cils, croise son regard, pur comme le ciel, et elle l'entend lui dire, Monsieur Kotaro, voulez-vous me prendre pour femme? Alors là, le cœur de Kotaro fait des bonds dans sa poitrine. Les parents sont stupéfaits. Une jeune fille inconnue, aussi belle, qui veut épouser leur fils. Et alors, ils répondent immédiatement, avant même que Kotaro réagisse, vous savez, nous sommes très pauvres et notre fils n'a pas les moyens d'entretenir un ménage. Donc, avant de se marier, il doit attendre pour progresser un peu dans la vie. Pour s'aimer, point n'est besoin d'être riche, répond la jeune fille. Il suffit d'avoir de la bonté, du courage. Et c'est le cas de votre fils. Quant à moi, je pourrais travailler chez vous. Vous ne regretterez pas ma présence. À nous deux, nous vous soutiendrons. Et voyant ces dispositions, les deux vieux n'émirent plus d'objection. Kotaro était fou de joie. Et il se rend compte qu'il ne connaît même pas le nom de cette jeune fille. Appelez-moi l'humble Komachi, dit-elle. Et elle sort des pièces de monnaie de son baluchon et elle envoie Kotaro acheter ce qu'il fallait pour faire le repas des noces. Ce fut une vraie fête. Et d'ailleurs, il y avait fort longtemps qu'il n'avait autant bu ni mangé. Après le mariage, Kotaro continue à travailler dans la forêt, rentrant toujours très tard, bien sûr, tandis que l'humble Komachi, elle, restait avec ses parents toute la journée. Elle savait tout faire. Toute besogne fondait sous ses doigts. Si seulement elle pensait à quelque chose qui devait être fait, si la maman pensait à quelque chose, Komachi, aussitôt, le réalisait. L'entente était parfaite entre tous les quatre. Les vieux étaient émerveillés de ce qui était arrivé à leur fils et ils furent comblés de bonheur, évidemment, lorsque Komachi donna un fils à Kotaro. Le temps passa. Chaque soir, Kotaro rentrait fatigué, toujours de sa longue journée de travail, parce qu'il peinait toujours, hein, et il s'asseyait, et l'humble Komachi le regardait. Et un jour, elle lui dit, je vois que tu t'épuises à travailler du lever du jour au coucher du soleil, et pourtant nous n'avons toujours pas un sou vaillant. Moi, tu sais, je suis habile à certains travaux, notamment le tissage. Nous pourrions en profiter et faire du commerce. Et l'humble Komachi sortit quelques pièces de monnaie de son baluchon et dit à Kotaro d'aller en ville pour lui acheter le nécessaire pour tisser. À son retour, elle fait installer le métier à tisser dans le grenier. Par contre, dit-elle, j'ai vraiment besoin d'être seule pour tisser et ça sera long. Et voilà que chaque jour, on la voit monter pour tisser. Et toute la journée, on entendait bruisser les battements du métier à tisser. Et Komachi, on ne la voyait pas. Elle ne redescendait que fort tard, le soir. Et comme elle l'avait exigé, bien sûr, personne ne la voyait jamais travailler. Mais ce qu'il constatait, Kotaro surtout, c'est qu'au fil des jours, des semaines et des mois, ses joues perdaient leur belle couleur et son corps s'amaigrissait. Kotaro en était peiné. Il lui faisait comprendre qu'il n'avait pas besoin qu'elle travaille autant. Mais rien n'y faisait. Chaque matin, elle reprenait son dur labeur.
et elle maigrissait. Et 3 ans passèrent, et elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Un soir, comme elle descendait avec peine du grenier, elle portait dans ses bras une pièce d'étoffe qu'elle étala sur la table devant Kotaro et ses parents. Ils furent éblouis. Jamais, jamais, ils n'avaient vu un tissu aussi magnifique. C'était une étoffe chatoyante, qui était douce comme de la soie, chaude comme de la laine, légère comme le duvet. Elle était, elle illuminait tout autour d'elle. L'humble Komachi sortit 2 pièces d'or de son baluchon. Elle les tend à son mari et elle lui dit, Kotaro, tu vas emporter le tissu et ces 2 pièces d'or. Et tu iras aussi loin que tu pourras. Et tu ne vendras ce tissu qu'après avoir dépensé ces 2 pièces d'or. Pas avant. Promets-le-moi. Kotaro promit. Mais il était très malheureux de voir sa femme si faible et de la quitter. Alors il se met en route, comme promis. Il marche longtemps, il arrive en ville. Comme il est très économe, n'ayant jamais eu d'argent, il n'avait pas encore utilisé sa première pièce d'or. Il croise un homme qui lui demande ce qu'il porte dans son sac. Il ouvre le sac et il montre la pièce de tissu. L'homme touche le tissu, émerveillé par cette douceur, cette légèreté, les couleurs. Mais qui l'a tissé demande-t-il. C'est ma femme, répond fièrement Kotaro. Et l'homme offre 1000 pièces d'or pour la pièce de tissu. Mais Kotaro lui dit non, 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 le tissu n'est pas à vendre. Et là, il réalise de quelle merveille il était redevable à sa femme. Kotaro poursuit son chemin. Il arrive à la ville suivante. Sur le marché, il déplie sa bande de tissu. Et tout de suite, il est entouré par une foule de personnes, et notamment des marchands enthousiastes qui veulent absolument lui acheter ce tissu merveilleux. Et même l'un d'entre eux offre 4000 pièces d'or. Kotaro s'excuse encore en disant non, non, ce tissu n'est pas à vendre. Et un jour, après qu'il eut dépensé sa première pièce d'or, il arrive dans une autre ville, encore plus loin. Il montre son tissu à un marchand qui est immédiatement ébloui et il lui offre 5000 pièces d'or. Ce tissu n'est pas à vendre, dit Kotaro. Il continue son voyage et il arrive encore à une autre ville. Mais la renommée de son étoffe maintenant avait fait le tour du royaume. Aux portes de la ville déjà, les serviteurs du plus riche marchand l'attendent et ils l'amènent chez leur maître. Or, Kotaro n'avait pas encore fini de dépenser sa 2e pièce d'or. Le marchand déroule ce tissu comme si c'était un objet sacré. Il constate que cette étoffe est vraiment fabuleuse et il offre 10 000 pièces d'or. Là, Kotaro est vraiment ébranlé. Jamais de sa vie, il n'avait osé rêver d'une telle somme. Mais il se souvient de sa promesse et de la recommandation de sa femme. Et il dit encore une fois non, l'étoffe n'est pas à vendre. Et le marchand, évidemment, insiste. Allez, vends-moi cette étoffe. Si 10 000 pièces d'or sont trop peu, je t'en offre 20 000. 20 000 pièces d'or. Kotaro sentait sa tête lui tourner. C'était suffisant pour les besoins de toute la famille, au-delà de leur vie à tous les 5. Alors il cède. Il vend le tissu. Il prend le chemin du retour, avec une charge ô combien plus encombrante que la pièce de tissu. Vous vous rendez compte, 20 000 pièces d'or. Il arrive chez lui, tout joyeux de retrouver sa femme, l'humble Komachi, quand même plus forte qu'à son départ, et tout heureux, il lui montre à elle, à ses parents, ce qu'il rapporte, 20 000 pièces d'or. Les parents, ils sont stupéfaits. Jamais eux, pauvres gens, jamais ils n'avaient pu imaginer une telle quantité d'or rassemblée au même endroit et en plus chez eux. L'humble Komachi, elle,
se montra déçu. Tu n'as pas attendu d'avoir dépensé les 2 pièces d'or, sinon tu aurais rapporté 30 000 pièces d'or. Et elle ajoute qu'avec ce qu'il ramenait, il serait néanmoins à l'abri du besoin, bien sûr. Alors elle prépare quand même un festin pour célébrer l'événement. Et Kotaro, alors, achète une grande maison en pierre, spacieuse, vaste, magnifique, où ils seraient à l'aise tous les 5 pour habiter. Et il était devenu un commerçant prospère. Et l'humble Komachi l'aidait fidèlement. Il n'avait pas changé sa façon d'être. Il restait toujours aussi simple et beau. Donc tout aurait pu être parfait dans le meilleur des mondes si la mère ne s'était pas mis en tête que ça ne suffisait pas. Elle était avide. Et chaque matin, elle prenait sa bru à part et elle lui disait: Humble Komachi, tu devrais recommencer à tisser, tu sais. Tu vendrais à nouveau l'étoffe. Et puis, vous pourriez mettre l'or dans un coffre. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? L'humble Komachi refusait toujours. Elle disait: Oula, on en a bien assez. Et chaque jour, sa belle-mère revient à la charge. Et un jour, elle lui dit carrément: ben, tu es une mauvaise fille, tiens, je le vois bien. Tu es une paresseuse, en fait. N'importe quelle autre fille ferait ça pour sa famille. Et elle insiste, jusqu'à ce que Komachi cède. Et un jour, elle fait installer un métier à tisser dans une pièce de la maison, comme la dernière fois. Et comme la dernière fois, elle dit surtout qu'on ne me dérange pas. Et quand Kotaro apprend que sa femme veut à nouveau tisser, lui, il n'est pas d'accord. Il essaie de la dissuader en disant: mais on n'en a absolument pas besoin, tout va bien comme ça, mais rien n'y fait. L'humble Komachi sourit et lui dit bah, que 3 années, ça sera vite passé. Et une fois encore, on voit l'humble Komachi perdre peu à peu ses couleurs, maigrir, et elle devient presque transparente. La vieille disait que c'était de dépit, parce que finalement, tisser, c'était pas si fatigant que ça. Et puis la curiosité commençait à la démanger. Et pourquoi elle ne veut pas qu'on la voie? Et un matin, n'y tenant plus, alors que les autres étaient tous occupés dans la maison, la vieille, elle entr'ouvre doucement la porte de la pièce où travaillait l'humble Komachi. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit devant le métier à tisser une grue blanche qui s'arrache les plumes des ailes pour tisser. Elle n'en avait presque plus et elle était toute ensanglantée. Apercevant la vieille, elle pousse un cri perçant et elle s'envole par la fenêtre comme elle peut. Son cri fait accourir Kotaro. Sa mère lui explique ce qu'elle a vu. Il se précipite dehors et il aperçoit une grue blanche, titubante, posée sur les branches d'un arbre dans la cour. Épuisée, elle n'avait pas pu voler plus loin. Il grimpe à l'arbre, il la prend doucement dans ses bras, les larmes coulent de ses yeux. Dans un souffle, elle lui dit: Kotaro, tu te souviens de la grue blanche que tu as sauvée un jour dans la forêt? C'était moi. Et pour te remercier, je suis venue à toi. Mais maintenant, c'est fini. Je vais mourir. Occupe-toi de notre fils. Alors là, submergé de tristesse, évidemment, Kotaro enterre la grue blanche dans le jardin. Il fit changer son nom. On ne l'appelait plus que l'humble Kotaro. Et chaque jour, lui et son fils se rendaient dans le jardin et, silencieux, côte à côte, ils contemplaient la tombe de l'humble Komachi, la grue blanche. Voilà, donc
Revenez doucement, restant en conscience de ce que vous ressentez, de ce que vous avez ressenti pendant l'histoire. Si vous voulez prendre le temps de noter vos impressions, vous pouvez, bien sûr. Donc, comment cette histoire résonne pour vous? Comment elle vous a touché? Quels échos vous avez repérés, entendus? Donc, je vais proposer une interprétation du conte selon l'approche jungienne, hein, puisque c'est de cette façon que je travaille. Et voilà, avec différents points qui me semblaient intéressants. Mais si ensuite vous avez quelque chose à ajouter aussi par rapport à cela, bien sûr, vous le ferez. Parce que c'est une étape supplémentaire, l'interprétation, qui va encore aussi peut-être vous permettre d'avancer en écoutant l'interprétation symbolique. Voilà, peut-être que vous allez faire des liens par rapport à vous et que ça va encore vous ouvrir une porte supplémentaire. Donc, alors oui, c'est un conte japonais qui s'appelle La Grue Blanche. Et alors, par rapport, par exemple, à la présence des parents, c'est vrai que si on se replace dans la culture japonaise, hein, c'est quelque chose de normal. Voilà. Et qu'en plus, c'était des pauvres gens, donc ils vivaient ensemble et ils essayaient difficilement d'arriver à manger grâce à Kitaro. Voilà. En tout cas, après, on va le regarder sur le plan symbolique. Donc, ce Kotaro, donc le héros du conte, quand même, il n'est pas si soumis que ça parce que ses parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le voir réussir. C'est ce que dit au début du conte. Hein, son père, il se désespère parce que bah, il voit son fils pas vraiment réussir. Il voit qu'il est trop gentil, qu'il est comme un étranger en ce monde. Bon, donc il n'est pas tout à fait quand même dans l'attente de son père. Il rentre pas tout à fait dans les attentes de son père. Donc, nous voilà aussi en présence d'un garçon. Comment moi je l'ai vu, c'est que c'est quelqu'un quand même qui a d'autres aspirations que le commun des mortels. Voilà, il est peut-être ailleurs. La première chose, c'est que c'est le contact avec et sa compassion pour cet oiseau blessé qui va le remettre en contact avec une femme oiseau. Et ça va être vraiment un grand changement dans sa vie. Donc au niveau psychique, ça correspond vraiment à une ouverture. Hein, il y a une dynamique psychique qui le permet d'accéder à autre chose, quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Hein. Et dans un deuxième temps, donc c'est son chemin d'évolution, son chemin d'individuation, dirait Jung, qui commence, mais ça commence quand même par une profonde aspiration spirituelle. Puisque dès le début du conte, après je vais parler du symbole de l'oiseau, mais dès le début du conte, il est en contact avec l'oiseau, qui va être un représentant du soi, mais voilà, cet oiseau dans le conte, il est le guide. La grue, c'est vraiment le fil conducteur du conte et c'est le guide aussi du héros. Donc l'oiseau, pour en venir à ce symbole, c'est vraiment un des grands symboles du soi. Donc je reviens juste brièvement sur la notion de soi, puisque j'avais écrit dans le dernier article, j'avais un petit peu développé autour de cela, mais je vais faire un rappel tout de même. Donc le soi, déjà, c'est l'aboutissement du processus d'individuation. C'est vraiment la réalisation. Donc notre héros Kitaro, il parcourt un chemin initiatique. Hein, donc c'est ce chemin de l'individuation de Jung hein, qui permet de finalement d'épanouir toutes les potentialités, on peut dire comme ça. Donc un chemin qui a pour but, qui est le but de notre évolution intérieure,
Jung parlait d'expérience vitale à ce sujet. Donc, c'est un processus, donc ce chemin d'individuation, qui va amener à actualiser la totalité psychique, à la fois personnelle et transpersonnelle. Et l'aspect transpersonnel, c'est ce que Jung appelle le soi dans sa théorie, par opposition au moi, qu'on peut aussi assimiler à l'ego, hein, le moi. Voilà. Et le soi, c'est aussi un centre régulateur et un facteur d'accomplissement de la personne. Là, je cite Jung qui dit que le soi, c'est même le but de la vie, car il est l'expression la plus complète de ces combinaisons du destin que l'on appelle un individu. Donc, c'est vraiment quelque chose de central, fondamental et qui nous anime, hein, et qui nous met en mouvement aussi, hein. Et il dit aussi, le soi n'est pas seulement le centre, mais c'est aussi la circonférence complète qui embrasse à la fois le conscient et l'inconscient. Donc, il est le centre de cette totalité, le soi, hein, est le centre de la totalité du psychisme et de l'inconscient, il est au centre de l'inconscient, de même que le moi, c'est plutôt le centre de la conscience. Donc ça, c'est juste pour refaire un petit point par rapport aux notions jungiennes. Et donc, comme je l'ai dit dans cet article, le soi peut se manifester selon différents symboles, mais l'oiseau, c'est vraiment un des grands représentants du soi. Pourquoi? Donc, déjà parce que l'oiseau est en contact avec le ciel, donc avec le spirituel. Donc l'oiseau symbolise bien souvent les états spirituels, les états supérieurs de l'être, parce que l'oiseau, c'est aussi un intermédiaire entre terre et ciel. Donc ce lien entre l'oiseau et le spirituel, il est bien évident, et aussi il est présent dans de nombreuses cultures, ce qui confirme ce caractère sacré de l'oiseau. Je vais prendre quelques exemples dans d'autres cultures. Par exemple, chez les Yakoutes de Sibérie, qui est une culture chamanique, on raconte que les âmes des morts montent au ciel sous forme d'oiseaux. Et ces âmes oiseaux vont se poser sur les branches du monde, de l'arbre du monde, qui est l'arbre du monde étant aussi une image mythique quasi universelle. Donc, ensuite, quand on regarde les monuments préhistoriques en Europe ou en Asie, on voit cet arbre cosmique qui porte deux oiseaux dans ses branches, hein. Donc, ce sont vraiment des images très anciennes et primitives et archétypales. On a aussi dans l'Égypte antique, vous savez, le mythe du phénix, hein, cet oiseau de feu qui est de couleur pourpre, qui symbolise la force vitale et qui lui aussi se trouve au sommet de l'arbre cosmique, alors que le serpent, lui, se trouve à la base de l'arbre. On retrouve aussi dans les mythologies de l'Asie centrale, de Sibérie ou de l'Indonésie, encore ces oiseaux qui représentent les âmes, hein. Voilà, ce lien entre l'oiseau et l'âme revient dans de nombreuses civilisations, toujours perché sur l'arbre du monde. Et dans certaines de ces traditions chamaniques, hein, les chamans ont le pouvoir de se transformer en oiseaux et de voler jusqu'à cet arbre du monde pour en ramener les âmes oiseaux. Voilà, donc tous ces exemples, ce thème traduit bien le lien, d'ailleurs, entre l'arbre et l'oiseau aussi, puisque l'arbre est aussi un symbole du soi. Euh, et donc, ça souligne la dimension spirituelle du symbole de l'oiseau, de par son contact avec le monde céleste. Donc, à l'évidence, hein, l'oiseau est bien relié au soi et c'est même un symbole essentiel. Donc, dans les contes, l'oiseau apparaît très souvent, mais souvent quand même des oiseaux particuliers, c'est-à-dire une figure sacrée, idéale, pas un oiseau ordinaire, plutôt quelque chose de l'ordre du divin. Et ces personnages oiseaux, souvent, n'appartiennent pas au monde des humains. Bien qu'elle apparaisse sous forme humaine, cette femme grue, en fait,
c'est pas vraiment une femme de chair et d'os. Elle en prend l'aspect, mais ça va bien au-delà. Cette femme oiseau, elle appartient à un autre monde, donc un monde au-delà du moi, donc dans le transpersonnel. Évidemment, cette femme grue, on ressent rapidement sa nature spirituelle, hein. Donc, je reviens aussi sur le symbole de la grue, parce que c'est quand même cet oiseau-là qui vient pour ce conte, et le replacer dans son contexte culturel aussi, parce que les symboles, ils ont un sens profond et archétypal, mais en même temps, la connotation culturelle, elle est à prendre en compte aussi, hein. Et là, on est dans la culture japonaise. Et la grue au Japon, qui d'ailleurs est la grue de Mandchourie, précisément, c'est une espèce rare et donc qui fait halte au Japon pendant sa migration. C'est un oiseau, vous savez, très majestueux, la grue, grand, l'un des plus grands du monde d'ailleurs. Il passe l'été en Russie et il va migrer vers l'Asie pour l'hiver. Et la grue, dans les légendes d'ailleurs, et l'art chinois est omniprésente, hein. C'est quelque chose d'important. Les légendes racontent que les grues pouvaient vivre 600 ans et qu'elles étaient autrefois des hommes transformés en oiseaux. Donc, il y a déjà, hein, ce conte, on voit bien qu'il est relié à des mythes plus anciens. Donc, ça nous rappelle cette grue blanche, mi-humaine, mi-oiseau, hein, voilà, Kobachi. Et dans la culture chinoise, la grue, c'est un symbole de sagesse et d'élévation de l'esprit. Comme de nombreux oiseaux, elle est aussi psychopompe, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle est chargée d'emmener l'âme des défunts vers le ciel. Et au Japon, la grue aussi représente la vie éternelle, la longévité, l'immortalité. Voilà. Donc cette grue blanche, pour revenir au conte, épouse de Kitaro, elle nous renvoie bien à un oiseau magique, mi-fée, mi-divinité, qui apparaît donc tantôt sous la forme d'une femme, tantôt sous la forme d'un oiseau, puisqu'au début du conte, elle est grue. Après, elle se présente sous une forme humaine de femme, mais après, à la fin, la belle-mère, elle découvre que c'est bien la grue. Donc évidemment, elle est d'essence féminine, donc on peut la voir comme représentation de l'anima de Kitaro. C'est une façon de voir, bien sûr, puisque là, il y a toute la quête de l'anima pour lui. Mais en même temps, avec cette forte connotation spirituelle, on peut la relier au soi. Donc on pourrait dire à son âme, hein, aussi. Elle symbolise la sagesse, l'élévation, donc on pourrait bien penser que c'est aussi sa partie spirituelle, donc le soi. Kotaro donc a rencontré sa dimension spirituelle d'ailleurs dans la forêt, qui est un grand symbole de l'inconscient, sous la forme d'une grue blanche. Et non seulement la grue est un symbole spirituel, mais la couleur blanche aussi, qui renvoie à la pureté et à l'énergie spirituelle. Donc il a pris soin d'elle, il l'a sauvée, il l'a nourrie, il l'a soignée, guérie. Donc, bon, ben voilà, là, il prend soin de son soi, hein, de son âme ou de sa partie féminine. Donc, si elle se présente à lui sous une forme humaine, c'est peut-être pour faciliter son chemin initiatique, en tout cas pour l'initier, hein, pour voilà, qu'il se mette en route sur ce chemin d'évolution. Vous savez que dans le processus d'individuation et dans les contes, on retrouve souvent le mariage. Donc, le mariage, en fait, qui est plutôt un mariage intérieur au niveau symbolique, le mariage du masculin et du féminin, qui vraiment ouvre l'accès au soi. Donc, voilà pour Kitaro. Donc, cette femme oiseau, elle va tisser une magnifique étoffe et elle va y mettre toute son énergie.
Alors là, on est vraiment renvoyé au féminin profond, puisque le tissage, c'est une activité qui est profondément reliée au féminin et à l'énergie féminine. D'ailleurs, ça me fait penser au symbole de l'araignée, qui est aussi relié à cela, puisque l'araignée, inlassablement, hein, tisse sa toile. Donc là, elle fait vraiment un tissu merveilleux, hein, qui effectivement est de nature spirituelle. On dirait que c'est un tissu qui ne peut pas vraiment exister, qui est quelque chose d'extraordinaire. Ce tissu, quelque part, c'est la quintessence de l'âme, du soi. Hein, c'est vraiment, voilà, comme si elle avait mis le divin dans ce tissu. Et c'est un trésor, évidemment, qui n'a pas de prix. Donc, en le vendant, de toute façon, Kitaro ne peut pas en retirer sa réelle valeur. Mais au niveau de l'interprétation, je me dis, bah, s'il ne peut pas, c'est que peut-être il n'en a pas pris conscience. Il n'a pas pris conscience encore du caractère si précieux de ce tissu, donc du soie. Voilà. Alors, la suite de l'histoire montre aussi que l'avidité et le désir insatiable exprimé par la mère du garçon ont fait obstacle. Donc là, c'est vraiment l'ego qui vient, on va dire, freiner et empêcher le processus de continuer. En même temps, voilà, dans l'interprétation des contes, on peut considérer que les différents personnages ou autres symboles peuvent être des aspects de la même personne, de notre propre esprit. Donc la mère, elle représente aussi quelque chose en nous qui est ben, de l'ordre de l'ego, avec cette envie de savoir, cette envie d'avoir plus, hein, de posséder. Voilà. Bien que tout cela fasse obstacle, donc ça veut dire quand même que quand l'ego reprend le pouvoir, ben, le soi, il devient inaccessible. Là, c'est bon, c'est un peu ce qui se passe dans l'histoire. Hein. Donc, quand la femme oiseau reprend son tissage, ben, c'est encore la mère, trop curieuse, qui, en découvrant le secret, va détruire le processus. Donc, on est encore dans ben, une intervention de l'ego, là. Hein. Voilà. Ou du moi, si vous voulez. Et nous apprenons à la fin du conte que l'épouse donc tissait en arrachant ses propres plumes. Donc, pour moi, cette image, elle confirme que c'est avec sa propre énergie spirituelle, en fait, qu'elle créait cette divine étoffe. Donc, ce tissage doit demeurer secret dans l'inconscient parce que il ne peut pas être appréhendé par l'esprit ordinaire. Et c'est aussi peut-être pour cela qu'alors la fée oiseau doit quitter sa forme humaine parce qu'il y a quelque chose qui peut pas cohabiter. C'est voilà. Donc, comme si le héros n'était pas encore prêt à réaliser le soi dans sa totalité. Donc, il a eu contact avec le soi, il a même pris soin du soi au début, il a côtoyé le soi, il a fait un bout de chemin avec, mais à la fin, quelque part, ça peut pas continuer, ni aboutir finalement. C'est peut-être pour ça que la fin, parfois, elle vous laisse un peu sur votre faim, justement. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que la fin du conte nous attriste ou nous fait pleurer. Peut-être parce qu'elle vient toucher euh, une incapacité, une impossibilité parfois à intégrer ce soi inaccessible et à vraiment l'actualiser pleinement, bien qu'on le touche, on y goûte. Voilà. Mais de là à l'actualiser, évidemment, il y a du chemin. Voilà. Tant que nous sommes pris finalement dans les filets de l'être humain ordinaire, il y a évidemment des obstacles pour réaliser le soi. Voilà. En tout cas, euh, moi, ce conte, il est très profond, très touchant. Et puis, j'aime beaucoup les oiseaux et le symbole de l'oiseau qui peut
finalement, qui mieux que l'oiseau peut évoquer l'envol de l'âme, l'aspiration spirituelle et aussi la liberté intérieure, le miroir de la sagesse, la transcendance. Qui mieux que l'oiseau peut nous guérir de nos tendances émotionnelles négatives en nous conduisant vers d'autres espaces vastes comme le ciel, son royaume? Qui mieux que l'oiseau peut nous amener à nous détacher de notre moi égo pour découvrir dans notre profondeur l'énergie lumineuse du soi, semblable à ce grand oiseau blanc et qui porte en lui toutes les couleurs du monde, hein. Donc, ça sera ma conclusion. Qui mieux que l'oiseau? Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Et si vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce petit apport d'interprétation, voilà, eh bien, vous pouvez vous exprimer, bien sûr.